Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau podcast, cette nouvelle table ronde, en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez Danton, qui est toujours en France. Elle va peut-être même rapatrier le reste de sa famille parce que la gastronomie française est vraiment un délice incroyable. C'est vrai. Et on poursuit notre conversation avec Nicolas, qui est avec nous, pasteur sur Grenoble. Si vous voulez écouter ce qu'il fait, qui il est, tout savoir, et écouter notre première conversation, on vous invite à revenir en arrière d'une semaine à écouter le podcast qui est précédemment sorti. Aujourd'hui, on continue donc notre conversation dans le grand domaine des fréquentations. Et quand je suis arrivée au foyer évangélique universitaire de Grenoble hier, on m'a dit « Ah, Nico, il va parler des fréquentations ». Il va donc vous parler des 4 saisons. Voilà. Tu as l'air d'être mondialement connu Pour les 4 saisons. pour les 4 saisons. Alors moi, je connaissais les 4 saisons de Vivaldi. Oui. Voilà. Oui. Mais je connaissais pas les 4 saisons de Nico. Voilà. Ouais, J'ai ouais. hâte que tu m'emmènes à travers l'été, printemps, automne, hiver. Ça va Avec être grand plaisir. génial. Oui, effectivement. C'est vrai qu'on était tellement souvent confrontés par des questions concernant cette période euh, nuageuse, je vais dire, de fréquentation. On ne sait pas exactement comment faire, à quel rythme. Il y a tout un tas de questions. Il n'y a pas de manuel qui explique étape par étape comment faire. Et ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est pas ça non plus. Ok. On est plutôt dans le domaine de principes et aussi de tendance, on va dire. Ces saisons ont tendance à se chevaucher un petit peu. Donc, il n'y a pas des séparations nettes et claires entre les 4. Mais ça nous donne quand même un peu d'orientation pour quand même une démarche qui a énormément d'importance dans les vies de beaucoup de personnes. Surtout des étudiants, des lycéens, etc. quoi. Ok. Ouais. Et alors, comment ça s'appelle cette première saison? Eh La ben, saison des amours? non, pas encore. C'est trop tôt. Ah là 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 là. Voilà, non, donc on commence avec la découverte du sexe opposé. Ok. Et là, on suggère que c'est une saison qui commence assez tôt, justement, dans la vie, même très tôt. Ça peut commencer dans le contexte familial, même, avec des frères qui découvrent des sœurs et vice-versa. Mais pour nous, c'est une période qui est censée durer un beau moment. Ok. On apprend qui est, justement, si je suis un garçon, en fait, qui sont les filles, pour les filles, qui sont les garçons, comment est-ce qu'ils fonctionnent, etc. Et plus on grandit, plus on est capable de réfléchir, en fait, de commencer à reconnaître certaines différences, même si, et aujourd'hui c'est hyper important de prendre en compte la grande diversité de personnalités chez les femmes et les filles, et pareil pour les hommes, on ne veut pas du tout caser ou cadrer. Mais il y a quand même des différences et souvent la communication peut être compliquée entre les jeunes garçons, les jeunes filles aussi, sens d'humour, les activités, etc. Donc c'est vraiment une période sans forcément cibler une seule personne où je me donne une grande liberté pour découvrir le sexe opposé dans une diversité de contextes. Et quand je suis capable de penser de cette manière, commencer à vraiment poser un fondement pour une relation dans l'avenir. Donc, je vais profiter d'un certain nombre d'amitiés, mais qui restent platoniques, en fait. Je sais que, bon, j'ai 11 ans, j'ai 13 ans, j'ai 14 ans. En fait, je ne vais pas me marier bientôt. Ce n'est pas la peine de commencer à cultiver une intimité qui m'attache à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas du tout prêt pour ça. Par contre, je peux commencer à apprendre beaucoup de choses sur ce sexe, que ce soit des filles ou des garçons, etc. Et oui, parce que puis c'est aussi un âge entre 0 et en tout cas 16, 17, 18, 20 ans. Voilà. Il y a tellement de changements. Je crois que je suis loin de ce que j'étais quand j'en avais 12. Dieu merci. Oui, Dieu merci. Amen. Fini l'acné et toutes ces choses-là. Ah, ouh. Et peut-être quels conseils est-ce qu'on pourrait donner aux parents qui ont des jeunes dans cette phase-là, justement, un peu de l'adolescence, jeune adulte, quand on rentre un peu dans ces phases,
pour les encourager. J'ai eu une question que j'ose à peine dévoiler, mais je pense que je peux. D'une jeune qui a à peu près 14 ans, qui m'a dit, ben voilà, j'ai un peu des sentiments, mais voilà, j'y vois pas très clair. Est-ce que j'ose lui dire? Est-ce que j'ose pas lui dire? Est-ce que je garde ça pour moi? Et si jamais... Voilà. Oui, en fait, bon, déjà, un conseil que je peux donner aux parents pour commencer, c'est, je pense que c'est quand même important d'être un peu conscient des différentes phases de développement du cerveau de son enfant. Juste, et c'est très facile de se familiariser. Là, on est dans le domaine de la psychologie éducative, etc. Il y a énormément de ressources sur Internet pour savoir comment développe le cerveau de mon enfant. Il ou elle est capable de comprendre quoi aujourd'hui, dans cette phase dans laquelle elle se retrouve. Et c'est vrai que à partir d'un certain âge, un enfant est capable de capter et commencer à remarquer des différences entre les garçons, les filles, et souvent sans nous on introduise le sujet, c'est les enfants qui commencent qui reviennent de l'école, ils posent des questions, etc. Donc être prêt à avoir cette discussion, même si on est tous d'accord, hein, c'est assez contre-culturel à notre époque de parler de ces différences. C'est un sujet sensible. Je pense que c'est quand même très important de reconnaître qu'il y a des différences et sans tomber dans le piège de stéréotypes. Effectivement, on veut reconnaître autant que possible bibliquement qu'est-ce qu'on comprend à partir des Écritures sur ces différences qui sont quand même des cadeaux de Dieu. Dieu nous a fait comme ça. On peut célébrer ces différences, mais plus on est conscient aussi de ce qui font ces différences, plus on peut se positionner et mieux gérer ces relations. Donc je pense que ça, c'est un premier point. Je pense un deuxième point pour les parents, c'est parce que c'est très difficile pour les jeunes, même je parle de l'âge de 11, 12, 13, parce que ça commence aujourd'hui de plus en plus tôt, où il y a même des fréquentations à l'école, etc. Dans les colonies de vacances, on tombe amoureux. Et je pense que c'est important quand même d'avoir la discussion où on se projette un petit peu. Parce que à l'âge de 11 ans, je ne suis pas du tout en train de m'imaginer à l'âge de 20, 21, 22. En fait, tout ce que je sais, c'est que je trouve une fille jolie, il y a une attirance, et j'ai envie de commencer à cultiver quelque chose. Mais c'est pas à cet âge-là que je vais commencer à me poser la question, mais attends, il nous reste encore combien d'années avant de pouvoir se marier? Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de formes d'intimité, comme on a discuté la dernière fois, qui seront peut-être pas très sages ou bien adaptées à notre relation. Est-ce que c'est intelligent de commencer une relation amoureuse avec une fille maintenant, sachant qu'on a des années devant nous, où il va falloir calmer certains désirs, dire non voilà, à une certaine chaleur intérieure. On risque de faire violence à nos propres corps. Et donc, je pense que lancer ce dialogue avec mes propres enfants, c'était très interpellant de commencer à se dire, tiens, si je commence des fréquentations avec ce garçon aujourd'hui, ça veut dire que j'ai 14 ans, il y a peut-être 6, 7, 8, 9 ans devant nous, avant de pouvoir penser sérieusement au mariage. C'est peut-être pas très intelligent, quoi. Je pense à un autre facteur, c'est que dans une culture hyper sexualisée, on pense tout de suite à la sexualité précoce. Mais il y a un autre aspect qu'on ne considère pas peut-être, et c'est qu'il y a des enfants qui s'en foutent du sexe opposé. Et dans notre culture, avec la pression du LGBTQ+, un enfant peut penser, je dois être binaire, non-binaire. Parce que j'aime pas les garçons, je suis fille, mais j'aime pas les garçons, je dois être non-binaire. Donc, j'ai vu cela auprès des camarades de ma fille, que parce qu'elle n'était pas attirée par les gars, elle a changé son identité. Donc, je pense que dans l'Église, on devrait pouvoir aussi rassurer nos enfants, mais c'est normal. Peut-être tu n'es pas comme ta sœur ou ta copine dans ta classe qui est boy crazy, qui pense que aux garçons, mais ça va venir. Oui. Donc, ne t'en fais pas. Et je pense à ma meilleure amie Grace. Sa fille a la même âge qu'Isabella et elle n'est pas du tout intéressée aux garçons. Ça ne la tente même pas. Et Grace lui dit, tant mieux. Moins de tentation, mais le jour viendra, ne t'inquiète pas. Donc, je pense qu'on doit donner la liberté à nos enfants de ne pas sentir qu'ils doivent suivre le courant de la culture, que ce soit dans l'aspect de vouloir un
un chum, comme on dit au Québec. Je dois insérer quand même un mot québécois de temps en temps. Ou bien que ce soit de devenir trans ou non-binaire parce que je ne m'identifie pas à mes amis qui sont boy crazy. Oui, et c'est quand même, c'est intéressant de mettre l'accent ailleurs pour cette population-là. Malheureusement, comme tu dis, on a tellement tendance à imaginer. Bon, la seule relation presque intime qui est possible, c'est garçon-fille à cet âge-là. Mm. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a tout un tas d'autres possibilités qui se présentent, mais c'est entre deux personnes. Mhm. Alors que à cet âge-là, en fait, c'est un régal de cultiver des relations en groupe Mhm. et de profiter de dynamiques de groupe, même de rechercher des situations, que ce soit au scout, par exemple, dans notre contexte. Les scouts, c'est super. Mm. Il y a des garçons, il y a des filles, ils vivent des temps très très forts, mais ils sont tous entre eux, quoi. Et c'est un grand groupe d'enfants. Le groupe de jeunes, encore une fois, on revient aux colonies de vacances. Il y a beaucoup de contextes où on peut se régaler ensemble avec des garçons et des filles sans que cette question de amoureux ou pas se pose. Et ce qu'on voit, malheureusement, et pendant des années ce sera le cas, c'est que quand cette question se pose, à l'âge de 11 ans, 12, 13, 14, 15, en fait, très rapidement, cette dynamique, on est amoureux, a tendance à isoler ces deux personnes, ça change la relation avec les autres amis. Mhm. Cette relation a tendance à ne pas durer longtemps. Donc, une fois que ça casse, hop, on n'est plus amis. Et même tes amis ne peuvent plus être mes amis ne peuvent plus être... Et donc, toute cette belle dynamique qu'on avait, c'est brisé. Et c'est dommage parce qu'on vit ça dans situation après situation. Et donc, une chose qu'on encourage avec cette première saison, c'est, les amis, profitez au maximum de ces années pour vivre la dynamique de groupe sans vous compliquer la vie avec des questions d'amour, d'intimité physique, sexuelle et tout ça, parce que ça vous complique la vie. De toute façon, vous n'êtes pas encore prêt à penser sérieusement au mariage. Et donc, en tant qu'enfant ou jeune chrétien, c'est pas le moment pour ce type de relation. Et puis, il y a une telle pression sociale qui est là. Et parfois même dans l'Église aussi, elle est là, cette pression. ouais. Parce qu'on se dit, mais finalement, pour être accompli ou pour arriver à la destination ultime qui est le mariage avec la bonne personne, enfin, il y a toute une sorte de construction que beaucoup se font, où on se dit, bah, en fait, plus tôt je vais commencer, plus vite je serai dans la course Oui. et mieux je serai placée à l'arrivée. Mais peut-être que pour aider aussi les parents et donner des billes, justement dans cette saison-là, et moi c'est la réponse que j'ai donnée à cet ado qui m'a posé la question, de dire, mais en fait là, tu es dans une période où pour le moment, c'est ta relation avec Dieu qui devrait être plus importante que le reste. Parce que c'est ça qui va déterminer le reste de ta vie. Et c'est ça qui va guider tes choix dans la suite. Comment est-ce que tu envisages cette transition? Est-ce qu'il y a un âge limite dans cette saison 1 dans laquelle on peut rentrer dans la saison 2? C'est une bonne question et je préfère ne pas mettre d'âge. Tu te risques pas sur ça? Justement, ouais, je ne me mouille pas trop. Mais c'est vrai que cette notion de trajectoire, je trouve hyper intéressante. Parce qu'on voit à quel point, une fois qu'on éveille en nous, en fait, ce feu, cette flamme, c'est difficile de le calmer. Et justement, il y a un passage dans le Cantique des Cantiques où il y a vraiment la voix de la sagesse. C'est la femme qui parle et qui dit, et c'est le refrain vraiment du livre, elle dit, je vous en supplie, filles de Jérusalem. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Donc c'est plus tard qu'elle va parler quand même de l'amour comme un feu. Les ardeurs de l'amour sont des ardeurs de feu. C'est comme une flamme qui brûle à l'intérieur. Les grands eaux ne pourront pas éteindre l'amour. Et on sait tous que surtout ce premier amour a tendance vraiment à nous marquer quand c'est mal géré. Et trop souvent, c'est mal géré. Et nous avons tous le mauvais souvenir et des séquelles, est-ce qu'on dirait, même de ce premier amour mal géré. On dirait presque aujourd'hui que c'est obligatoire de passer par là. Et moi, j'ai envie de dire non.
il y a des voix de sagesse qui nous parlent pour nous avertir. Et le texte de base qu'on cite souvent, c'est un texte de Proverbes chapitre 4, verset 23, qui dit, et encore une fois, c'est la voix de la sagesse qui parle à travers ce papa qui instruit son fils, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Et alors que les relations amoureuses sont une source de grande joie, au mauvais moment et mal gérées, Mm. il y a peu de situations dans la vie qu'on va vivre qui sont capables de produire plus de douleur et de souffrance que ces relations-là. Mm. Et parfois, c'est une souffrance qui peut nous marquer à vie. C'est une des raisons pour laquelle on encourage vraiment à prendre au sérieux cette notion de saison et de respecter les différentes saisons. Mais pour parler d'un âge, plutôt que de parler d'âge, je pense que je dirais de réfléchir en termes de trajectoire. Plus je suis éloigné de la possibilité de me marier, et souvent c'est une question que je vais poser aux étudiants, par exemple, avec qui je parle, ou même des lycéens. J'étais avec un groupe de lycéens, et on a fait un petit sondage. Tu peux t'imaginer marié à quel âge? Mm. Est-ce que c'est à l'âge de 17, 18 ou 19? Et ils avaient commencé à faire le calcul dans leur tête. Ok, je vais avoir mon bac, et puis après je veux faire diplôme. Et pour certains, c'était aussi master. Et la question se pose, est-ce que tu vas être marié pendant période universitaire? Tout le monde, non. Master, peut-être certains, c'était catégorique, non. Moi, je vais avoir un boulot, etc. Ok, donc on est plutôt dans l'âge de 22, 23, peut-être 24 pour certains thèses, 25, 26. Ok, et donc là, on commence à calculer en arrière combien de temps, si tu te lances dans une relation amoureuse avec une fille ou avec un garçon, est-ce que tu veux vivre cette période de fréquentation? Oh là là. Et alors là, ça change la donne. Ah oui. Donc, je pense que ça, c'est assez intéressant d'inviter la personne à réfléchir. Qu'est-ce qui est raisonnable comme âge selon ton projet de vie? Pour imaginer à quel moment est-ce que j'aimerais être marié? Combien d'années de période de fréquentation? En général, on a tendance à dire pas beaucoup plus que 3. Au moins 1 an, peut-être 18 mois. Donc, souvent, le sweet spot, entre guillemets, c'est entre 18 mois et 3 ans de fréquentation sérieuse. Et là, on peut commencer à imaginer la suite, quoi. Est-ce que c'est possible aussi que les fréquentations soient plus moins sérieux, dans le sens que quand je pense, je dis par exemple à ma fille, mais tu peux sortir en groupe, tu peux sortir avec un groupe d'amis, et si un de ces gars te plaît, pas grave. Et si vous avez des sentiments les uns pour les autres, bon, et c'est pas la réalité pour le moment, mais je me dis que aussi, ce n'est pas nécessaire d'avoir une relation exclusive pour avoir des fréquentations un peu plus légères. Pas avec du contact sexuel léger et aléatoire, mais avec l'idée que nous sortons ensemble avec des amis pour apprendre à connaître le sexe opposé dans des différents contextes. Oui. Donc, je pense que nous avons dans la culture dans laquelle nous avons grandi aux États-Unis, tellement considéré les fréquentations comme une intimité hyper profonde que nous avons oublié qu'à une époque avant la nôtre, par exemple, à l'époque de ma belle-mère, elle sortait avec toutes sortes de gars, mais c'était des dates, c'était des sorties chill. C'était pas qu'elle était amoureuse et puis qu'elle allait avoir des contacts inappropriés avec, mais c'était une façon de s'amuser. Oui. Donc, si on peut penser à ça aussi, que nos enfants doivent apprendre à avoir des relations normales avec des amis du sexe opposé. Honnêtement, ce que tu décris là, Angie, c'est vraiment l'objectif de cette vision des 4 saisons, c'est de pouvoir respecter ce que tu viens de dire. Parce qu'effectivement, il y a une première saison assez longue qu'on appelle la découverte du sexe opposé. On vit exactement ce que tu dis. Mais c'est possible que pendant cette saison, à un moment donné, comme tu dis, il y a un garçon, si je suis qui m'attire le regard, ou une fille qui m'attire le regard. Et peut-être je vais faire mon calcul et me dire non, Nico, c'est pas du tout, c'est pas le moment pour que tu commences à réfléchir sérieusement à quelqu'un. Et donc, calme-toi et ne te focalise pas sur une seule personne. Par contre, c'est aussi possible que je me dise tiens, dans les quelques années qui viennent, je peux envisager la possibilité de me lancer dans une relation plus sérieuse. Et donc, peut-être je serais prêt à vivre cette deuxième saison qu'on appelle la découverte d'une seule personne.
Donc, je suis pas du tout dans une situation de on a défini la relation. Par contre, il y a quelqu'un qui est un peu sur mon radar que je trouve hyper intéressant. Et je me dis, tiens, comment est-ce que je peux continuer à profiter de contexte de groupe, Mm. etc., Mm. mais pour mieux connaître cette personne sans me déclarer, sans qu'elle se déclare non plus, mais je veux un maximum d'infos concernant cette personne Mm. avant de changer pour toujours la dynamique de notre relation, parce que c'est ça le truc. Quand on arrive à la 3e saison où il y a une vraie déclaration, où je dis à la personne, Annie, je m'intéresse à toi, j'aimerais mieux te connaître, ça change pour toujours notre relation. On peut pas faire marche en arrière, en général. Mhm. Soit on va avancer ensemble, soit ça va devenir vraiment bizarre. Et bon, il y a quelques exemples où j'ai vu 2 personnes qui ont pu récupérer une amitié, mais c'est plutôt rare. Mm. Mhm. Donc, on veut bien préparer cette transition vers la 3e saison en prenant le temps pour mieux connaître la personne. Il y a tout Mm. un tas de contextes où c'est possible. Et j'ai un exemple, en fait. Ah. Le couple avec lequel j'ai développé ce système, c'est un couple qui était au feu, Nat et Cécile. Et Nat voulait vraiment prendre au sérieux sa relation avec une amie qui était Cécile. Il faisait partie d'un groupe d'amis au feu qui était vraiment juste merveilleux. Mm. Ils s'amusaient, ils faisaient des voyages ensemble, du camping, des concerts, etc. Mais sans qu'il y ait des questions de amoureux, etc. qui se posaient. Par contre, Nat commençait à s'intéresser à Cécile. Il est venu me voir pour dire, Nico, je ne sais pas comment gérer. Et il était particulièrement conscient du fait que s'il y avait une relation qui commençait avec Cécile, ça aurait un impact sur la dynamique du groupe. Mhm. Et il voulait préserver Mhm. ce qu'il est en train de vivre avec ce groupe. Et donc, nous, on a lu un bouquin ensemble à l'époque qui posait un peu le fondement pour ce système. Et lui, il a décidé de prendre toute une année dans cette 2e saison Mm. de découverte de Cécile sans se déclarer. Il a profité du feu. Ils ont pu rendre service dans le contexte de l'église. Ils ont fait, comme tu as suggéré, aller dans une colonie de vacances. Ils ont vécu tout un tas de choses et tout le monde autour d'eux savait qu'il y avait quelque chose qui avait commencé, mais c'était pas encore déclaré. Mm. Et donc, ils étaient protégés dans leur amitié, franchement, pendant une année. Et pour nous tous, c'était quelque chose de merveilleux à voir parce qu'ils ont pu approfondir leur amitié avant d'arriver à ce point où, enfin, Nat a pu dire, Cécile, j'ai envie de cultiver une relation en plus de profondeur avec toi. Et ça, c'était entré dans la 3e saison. Donc, je m'arrête là pour vous. Je ne sais pas si vous voulez rebondir un petit peu sur la 2e Mm. saison avant d'aller plus loin. L'ami, quand j'étais à l'université, c'est comme il m'envoyait des signaux mixtes. Donc, j'étais confuse parce que il flirtait. Est-ce que ça se dit en français? Flirtait? Ouais. Oui, il flirtait avec moi. Et puis, après, il était froid. Et finalement, je dis, c'est quoi ça? Est-ce que je te plais ou pas? Parce que la façon que tu te comportes me rend mal à l'aise. Parce que j'ai l'impression que tu es intéressé, et peut-être j'étais trop direct, mais ça faisait du temps qu'il faisait ça. Donc, je crains que parfois, les gars peuvent faire ça par peur d'être rejetés. Donc, ce que tu décris, c'est très pieux, c'est très louable, mais je crains qu'un gars puisse peut-être blesser une fille en lui donnant des illusions sans oser lui dire « je t'aime bien, qu'est-ce que tu penses de sortir ensemble ?» Ouais. Ben, c'est quand même intéressant ce que tu dis parce que j'avoue que mon fils, il a choisi à un moment donné une autre stratégie où, afin, je pense, d'éviter ce problème, il a expliqué un peu son plan d'attaque, entre guillemets, son plan de match. Il a dit, je ne suis pas prêt à me lancer dans une relation exclusive avec toi. Donc, la saison 3. En gros, C'est ça. il est en train de Oui, dire, je suis pas ouais. prêt pour saison 3, Oui. Ok. mais j'aimerais que tu saches que, en fait, je réfléchis à ça, mais je veux continuer à profiter d'un contexte d'amitié pour apprendre à te connaître avant d'aller plus loin. Donc, il a décidé d'annoncer ça clairement à cette fille. Et finalement, bon, au bout d'un certain temps, il a décidé justement de ne pas
aller plus loin Et avec il elle. le lui a dit? Ah oui, à un moment donné, il a clairement communiqué, mais elle a accepté de vivre voilà, une amitié avec lui, contexte de groupe, pas beaucoup de 1-1 de toute façon. Il était vraiment prudent par rapport à ça. Mais il avait décidé quand même de s'annoncer clairement pendant cette deuxième saison. Ouais. L'enjeu, c'est que quand on fait ça, encore une fois, dès qu'on s'exprime, pour moi, dans mon expérience, on fait pas marche en arrière, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, si on est prêt à mettre en péril la relation, l'amitié, je pense que c'est une manière de protéger la fille ou l'autre de ce que tu viens de décrire. Il faut juste qu'on sache qu'à partir du moment où on rend explicite le fait qu'il y a quelque chose, la dynamique change. Voilà. Mais je pense que pour eux, elle a plutôt bien vécu. Bon, il y a plus de distance maintenant, mais continue à faire partie du même groupe d'amis, etc. Et donc, je pense que ça peut marcher. De toute façon, l'honnêteté paye toujours dans les relations. Et je pense, enfin, à mon avis, ça doit t'arriver souvent, la question de comment est-ce que tu décodes ces signaux qui arrivent d'un côté et de l'autre. Moi, c'est la question numéro 1 en général, c'est... Alors, je comprends pas, il parle, il fait des textos, etc. On discute, j'ai l'impression que, voilà. Et ce manque de clarté, et je pense que c'est un manque d'honnêteté envers soi-même parfois, où on ne sait pas trop, est-ce qu'on ose dire qu'en fait, il nous manque peut-être des données ou que c'est encore trop tôt, on aimerait bien passer du temps pour apprendre à se connaître ensemble. Mais comment est-ce qu'on fait pour officialiser le fait qu'on est dans une saison 2 et pas dans une saison 3? Justement, On se croirait presque sur Netflix, là, mais... C'est ça, ouais. Je pense qu'encore une fois, la première question, c'est est-ce que je suis prêt à mettre en péril cette relation? Par contre, je pense que parfois, les circonstances font que j'ai pas d'autre choix. Surtout si l'autre est assez... Bon, agressif, c'est un peu fort comme mot, mais peut-être très intentionnel dans la communication. Surtout s'il y a beaucoup de communication intime, dans le sens où c'est que entre nous deux. Je pense que c'est très important assez rapidement de clarifier les choses. S'il traite une seule fille différemment de tous les autres, c'est déjà dit sans le dire, mais ça amène la confusion. Mais moi, j'aimerais entendre quelle est la prochaine saison. Comment est-ce que tu... OK. Ouais, on peut aborder ce sujet aussi. Donc, la 3e saison, c'est ce qu'on appelle la découverte d'une dynamique de couple. Bon, on peut l'appeler comme on veut, hein, mais on passe de découverte du sexe opposé, la découverte d'une seule personne, mais sans déclaration. Bon, voilà, sauf exception. Et puis, déclaration d'une dynamique de couple. Et c'est là, pour nous, cette 3e saison est quand même lancée effectivement avec une déclaration qui est réciproque, en fait, dans le sens où je me déclare et l'autre dit oui. J'ai envie d'explorer une relation plus de profondeur avec toi. Si on a bien géré la 2e saison, on n'est pas au début de notre relation. On se connaît depuis un beau moment. On a beaucoup de données. On a beaucoup vu de l'autre. Et donc, on a quand même une base assez solide pour dire, tiens, ce serait intéressant de commencer à vraiment se poser la question sérieusement. Est-ce que c'est avec toi que j'ai envie de construire ma vie, en fait, peut-être une famille, etc. Donc là, tout est sur la table et il y a cette déclaration. Ce qui va avec la déclaration, je pense que c'est justement une clarification au niveau de nos intentions. On veut poser un cadre. Quels sont nos objectifs pour qu'on soit clair? On n'est pas en train juste de jouer. Je ne cherche pas juste une fille avec qui je peux sortir le vendredi soir. Non, en fait, il y a des questions sérieuses qui se posent concernant le mariage. Est-ce qu'on est d'accord? Et une fois qu'on est d'accord par rapport à ça, je pense que c'est important quand même de se fixer des limites en ce qui concerne le sujet qu'on a traité dans le dernier épisode, la question de l'intimité. Qu'est-ce qu'on va se permettre de vivre pendant cette période et qu'est-ce qu'on aimerait justement préserver, soit pour une 4e saison, préparation au mariage, ou justement pour notre mariage. Donc, je pense que c'est quand même bénéfique d'être conscient des différents types d'intimité, des enjeux qui s'associent, et puis de pouvoir parler explicitement de ces choses, et aussi se mettre d'accord sur le fait que si à un moment donné, on commence à vivre une certaine forme d'intimité, que ce soit intellectuelle, ou émotionnelle, ou même physique, et l'un ou l'autre d'entre nous se sent
mal à l'aise, justement, il y a l'Esprit de Dieu qui nous parle, ou peut-être le corps qui nous parle, alors là, qu'on se donne la liberté de le dire, sachant que l'autre sera d'accord et prêt à respecter une limite qui se met en place. Voilà, donc je pense que plus on peut être explicite en posant le cadre, en se mettant d'accord, hein, plus on prépare le fondement pour bien vivre ce moment. Et quelque chose qu'on dit clairement avec les couples qu'on accompagne avec Annie, c'est que l'objectif de cette saison, c'est pas le mariage. Mhm. On peut bien vivre cette troisième saison en arrivant à la conclusion que finalement, c'est pas avec toi que je veux passer ma vie. Et si on a bien géré les autres saisons, et si on a bien respecté notre cadre, et on l'a vu, c'est possible d'arriver à cette conclusion sans se détruire. Est-ce qu'il y aura de la douleur? Oui. Est-ce qu'il y aura de la déception? Oui. Est-ce qu'il y aura de la tristesse? Mais il y a une tristesse saine qui s'associe à chaque relation qui arrive à un terme. Mais c'est possible, comme frères et sœurs en Christ, de bien arriver à cette conclusion-là et de pouvoir se séparer, mettre fin. Bon, la relation ne sera plus jamais pareille, on est bien d'accord, hein. Mais on peut continuer à être frères et sœurs sans que ça se fasse profondément mal à chaque fois qu'on se voit. Et donc, une chose qu'on encourage nos couples à vivre, qui décident de se lancer dans cette démarche, c'est de anticiper cette possibilité-là dès le début. D'envisager le jour où, parce qu'on ne sait rien au début, mais je me prépare pour la possibilité que un jour on va avoir cette discussion-là, où l'un ou l'autre d'entre nous deux va se dire, tiens, c'est finalement pas avec toi. Et puis maintenant, je gère ma relation dans l'anticipation de cette possibilité-là. Ça veut dire que je ne vais pas te faire des promesses avec mon cœur ou avec mon corps pour lesquelles je ne suis pas encore prêt. Et ça veut dire aussi que je vais veiller sur le niveau d'intimité, sachant que plus on cultive une intimité qui nous attache l'un à l'autre, plus si jamais on arrive à un moment de rupture, ça risque de nous faire mal. Et donc, on va très doucement, en respectant Proverbe 4, 23, on garde notre cœur. Puis ça aide aussi l'Église, je pense, à être dans une attitude où on va pas mettre la pression sur deux personnes qui se fréquentent avec des Justement. c'est quand le mariage? Oui. Et du coup, voilà, dans un an, qu'est-ce qui se passe? Je trouve que c'est très sage de définir et puis de poser les choses aussi, de dire on se fréquente. Voilà. Voilà. Point. Et je pense qu'effectivement, l'Église a un rôle très important à jouer dans l'accompagnement sans pression, comme tu Ouais. dis. Et le couple, c'est sage pour le couple de ne pas vivre cette période tout seul, de faire appel aussi à l'Église pour les accompagner, peut-être partager clairement les objectifs avec un responsable, peut-être même avec les parents, inviter la prière. On est dans une période de discernement. Voilà les enjeux. On ne veut pas aller trop loin, on ne veut pas briser les étapes. Et inviter d'autres frères et sœurs à nous accompagner, c'est vraiment une dimension de sagesse pour cette troisième période. Je ne pense pas forcément que ce soit bénéfique pour les deux précédentes. Mais à partir de ce moment où on se déclare, je pense que c'est très important qu'il y ait cet accompagnement dans la prière. Bon, je peux vous dire, Nat, que en fait, j'ai parlé de Nat tout à l'heure. Lui, il m'a quand même invité à quelques frères à prier avec lui pendant sa période de discernement. Donc, je pense que dans quelques relations intimes, on peut inviter la prière, mais encore une fois, quand on n'est que dans la réflexion, la possibilité, on ne veut pas publier nos intentions non plus. Voilà. On va peut-être rentrer dans la quatrième et dernière saison, qui est celle de la préparation pour la vie conjugale. Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est si important, la question de l'alliance, la question du mariage? Pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir une préparation au mariage, un accompagnement pour le mariage? Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est fondamental pour Dieu? Bon, déjà, je pense qu'il y a une théologie qui est derrière tout ça. Comme vous savez, il y a
plusieurs relations d'intimité qui nous donnent un aperçu de ce que Dieu cherche à vivre avec nous, qui nous servent de métaphore du genre de relation que Dieu cherche depuis la création, nous faisons à son image. Et puis après, malheureusement, suite à une relation, une intimité qui était brisée à cause de notre péché, de faire tout le nécessaire en Jésus-Christ pour rendre de nouveau possible le genre d'intimité que le Seigneur cherchait depuis le début. On parle parfois d'une relation père-enfant qui nous donne un aperçu de certains aspects de cette relation qu'il cherche avec nous. Le mariage, c'est une deuxième métaphore qui nous donne un aperçu d'un attachement. Les deux ne feront qu'un, et Paul va faire référence à ce texte en Genèse 2. Lui, il a cité ce passage en Éphésiens 5 pour dire qu'en fait, cette intimité-là, cette union-là, ce que Dieu avait vraiment en tête, c'est une union entre Jésus et son Église. Et donc, ce que nous vivons, que ce soit dans nos rapports père-enfant ou maman-enfant ou homme-femme, ça annonce quelque chose au monde qui nous entoure. C'est une forme de témoignage d'une belle intimité que Dieu cherche avec nous. Et puis une troisième, on ne va pas discuter maintenant, mais c'est l'amitié, qui est pour nous vraiment le point ultime. Ce que Dieu cherche avec nous, c'est une amitié profonde. Il parlait avec Moïse en face à face comme un homme parle à son ami. Et cette dynamique d'intimité dans l'amitié sera rétablie dans la nouvelle création. Donc le mariage, c'est une forme d'intimité assez extraordinaire et aussi qui a l'avantage de la procréation. En fait, cette intimité a la capacité de participer à l'œuvre de création, en fait, de porter des enfants. Donc c'est quelque chose de tellement important dans le plan de Dieu pour l'humanité et en même temps, c'est quelque chose de tellement dangereux, comme nous savons, parce qu'on a vraiment du mal à rester marié aujourd'hui. Et ceci depuis longtemps, en fait. Et en France, comme vous savez, le mariage, c'est presque passé, quoi. C'est pas la peine. Parce qu'on se dit, bon, en général, on décide de faire un petit bout de chemin ensemble, mais on commence la relation convaincu du fait que ça va pas durer dans le temps. Et donc, le mariage reste aujourd'hui quelque chose de quasiment impossible dans la pensée de beaucoup de personnes. Voilà pourquoi nous, on pense que c'est tellement important de bien préparer le terrain pour quelque chose qui est dans les pensées de beaucoup quasiment impossible, tellement c'est dur de rester marié. C'est quoi les ingrédients d'une saison 4 réussie? Oui. Eh bien, justement, l'objectif, je dirais, de cette saison, c'est de confirmer notre décision de se marier. Donc, cette 4e saison, si la 3e était lancée par une déclaration de vouloir mieux se connaître et se poser la question sérieusement, est-ce qu'on a peut-être envie de se marier? La 4e saison aussi est lancée avec une demande, en fait. On dirait pas une déclaration, mais une demande en mariage. Ça peut se faire de diverses manières. C'est ma femme qui m'a demandé en mariage, bon, de manière pas officielle. Ça, c'est une histoire que je raconterai à un autre moment, mais qui est caractéristique de notre relation. C'est elle qui va venir nous la raconter. Justement, ce serait plus intéressant avec elle présente, c'est sûr. Mais ça commence avec une demande en mariage, encore une fois, qui est accueillie, en fait, de la part de l'autre. On dit oui. Et nous, on a tendance à parler d'un petit oui. En fait, l'autre donne son petit oui. Donc, c'est un petit oui avec un point d'interrogation. Parce que là, on ne prend pas comme mot final le petit oui. Parce qu'il y a des choses qui vont encore changer dans la dynamique à partir du moment où c'est pas juste une question qui se pose, est-ce que peut-être on va se marier? C'est plutôt maintenant, oui, on va se marier. Et ça change beaucoup de choses dans la psychologie des deux côtés et la manière de vivre la relation. Et donc, pour nous, dans la préparation au mariage, l'objectif, c'est de confirmer cette prise de décision qui n'est pas encore écrite dans le marbre, est-ce qu'on peut dire ça? Ouais, gravé dans le marbre. Gravé dans le marbre. Ouais. Il y a du temps. On veut tester.
Est-ce que vous avez fait un bon choix? Mhm. Est-ce que vous avez bien fait votre boulot? Mm. Est-ce que vous avez assez vu l'un de l'autre pour savoir si vraiment ce mariage peut tenir la route? Bon, il y aura toujours des choses qu'on va découvrir tout au long de nos vies, mais un certain nombre de questions très importantes à poser l'un ou l'autre pour savoir, OK, mais que penses-tu de ça? Comment est-ce que tu gères cela? Quelles sont tes priorités dans ce domaine, tes valeurs dans ce domaine, etc. Et donc, si nous, par exemple, en tant que couple avec Annie, on accompagne quelqu'un dans le mariage, très souvent, on commence le processus en disant, notre objectif, ce n'est pas d'assurer votre mariage. Mm. Au contraire, nous sommes là, notre objectif, c'est de secouer, en fait, votre relation pour voir à quel point est-ce que vous construisez sur une base qui est solide. Où sont les failles? Où sont les fragilités? Où sont les points de faiblesse? Donc, nous allons poser les questions qui tuent. Mhm. Nous allons gratter et creuser pour voir est-ce que ça peut tenir la route. Et ça ne veut pas dire que, en fait, il y a une garantie de l'autre côté. Mais ce qu'on trouve, c'est que le fait de se soumettre à un processus comme ça nous aide vraiment Mhm. à être sûr ou pas, Mhm. parce qu'on a on a vécu les deux choses. Certains couples, ce processus euh, s'aboutit Aboutit. au mariage, et pour d'autres, on arrive à un point Mm. où on se dit effectivement, on a fait le mauvais choix. Mm. On va pas se marier. Et pour nous, dans les deux cas, c'est une réussite. Ah oui. Bravo l'équipe. Oui. Bravo de ne pas forcer quelque chose Mhm. qui risque de vous faire vraiment mal par la suite. Mhm. Donc cette 4e saison, c'est vraiment ça. L'objectif, nous, on suggère que la meilleure manière de faire, c'est justement de vous laisser accompagner par un couple qui est formé pour ce genre de préparation et qui va oser vous poser les questions difficiles Mhm. et vous dire les choses que vous n'avez pas forcément envie d'entendre. C'est Ouais. trop bon parce que j'ai entendu dire le meilleur moment de se divorcer, c'est avant le mariage. Mais parfois, les gens pensent que les fiançailles, c'est le lieu de non-retour. Mais c'est faux. Oui, c'est faux. Donc, j'apprécie beaucoup ce que tu dis. On doit l'entendre, le répéter pour qu'on n'entre pas dans le mariage et puis qu'on dit ah, j'aurais dû dire non avant parce que j'avais déjà des doutes. Ouais. Et juste pour l'anecdote, il y a un couple qu'on a accompagné il y a des années où on était avec Annie tellement inquiet par rapport à ce qu'on voyait dans la dynamique, surtout de gestion de conflits. Et on voyait pas, et c'était pendant des semaines, il n'y avait pas de progrès. Et à un moment donné, nous, on a dit, stop, nous, on ne peut pas vous accompagner au-delà de là où on est actuellement. On pense que vous construisez sur un fondement pas solide. On s'inquiète beaucoup pour votre avenir en tant que couple. Et c'était très fort, c'était très douloureux pour eux d'entendre ça. Mais ils ont décidé de faire une pause dans leur relation pendant 1 mois, de ne pas se parler en fait. Ils ont coupé la communication. Et en fait, sans notre conseil, ils ont décidé indépendamment de se mettre au jeûne et prière. Je ne sais pas quels étaient les détails de comment ils ont jeûné, mais c'était une période de jeûne et prière. Au bout de cette période, tous les deux, ils étaient convaincus qu'il y avait du travail à faire. Et ils se sont remis en contact. Ils ont commencé à discuter de certaines différences. Et après quelques semaines, ils nous ont recontactés pour expliquer la démarche et pour dire, Nico et Annie, est-ce que vous êtes de nouveau prêts à nous accompagner? On a accepté de les voir une seule fois, juste pour voir. On était tellement émerveillés par le changement dans la dynamique. On a dit, go! En fait, on a repris, on les a accompagnés jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je peux vous dire, alors, ils ont 2 enfants, le mariage est solide. Et il y avait un autre fondement, en fait. Donc ça, juste une seule fois, on a vécu ça. Mais parfois, on dit stop et il y a quand même une possibilité de travail derrière. Ouais. C'est pour ça que c'est important de trouver des bons vis-à-vis, Ouais. des Qui gens avec qui on osent. se sent en confiance Tout à et des gens qu'on est prêt à écouter. Oui. On sait qu'on est capable de les écouter. Merci beaucoup, Nico, pour tes 4 saisons, les 4 saisons selon Nico. Tu sors un Plaisir. CD bientôt Voilà, on verra. avec la guitare. Il faut que Exact. tu nous mettes tout ça en chanson. Ouais. Oh là là, tu m'inspires. Excellent. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour cette discussion sur les fréquentations. Peut-être que nous réinviterons Nico avec grand plaisir
pour aller encore plus loin. Il a l'air d'en avoir des tonnes et des tonnes à nous raconter sur ce sujet passionnant. Merci de votre écoute. On vous redit que si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin ou que cette discussion a peut-être soulevé des sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde, ce sera avec grand plaisir. Vous pouvez nous écrire à chrétienneausingulier@toutpoursagloire.com. Et si ce sujet vous a intéressé ou qu'il pourrait intéresser quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à le partager, à le commenter ou à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Décidément, on peut mettre que des étoiles sur Apple Podcast. Il va falloir qu'on fasse quelque chose et qu'on demande quelque chose à Spotify. Merci beaucoup de votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast en présentiel ou pas, on ne sait pas, surprise, avec ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Danton. Bonne semaine à tous.